Bonjour, nous allons maintenant étudier le chapitre numéro 9 portant sur la circulation dans le système à basse pression. Nous n'allons pas revenir dans ce chapitre sur les capillaires que nous avons d'ores et déjà abordés dans le système à haute pression, et ce même si dans certains manuels pédagogiques vous trouverez les capillaires dans la circulation à basse pression. Nous comprendrons donc pour système à basse pression tout ce qui a trait aux veines systémiques, au ventricule droit et à la circulation pulmonaire. Ce système à basse pression est qualifié de capacitif pour illustrer le fait que les veines contiennent près de 70% du volume sanguin total. Le plan du cours que nous allons utiliser est le suivant. Nous verrons dans un premier temps quelles sont les caractéristiques du système à basse pression, puis nous étudierons la compliance, la vénomotricité et le retour veineux que nous avons déjà abordé dans le cours portant sur le débit cardiaque. Nous parlerons ensuite de la relation entre le retour veineux et ce débit cardiaque, et enfin nous verrons quelles sont les techniques de mesure de la pression veineuse. Vous avez déjà rencontré cette diapositive dans le chapitre qui traite de la différenciation fonctionnelle des vaisseaux. Nous avions alors défini que la fonction du système veineux est de transporter le sang des tissus vers le cœur. Il ne s'agit plus de ramification, mais d'anastomose, c'est-à-dire de réunions successives pour donner deux veines principales connectées au cœur. Nous avions également dit qu'il règne à l'intérieur de ce système une pression basse, mais également une vitesse de circulation faible. Nous retrouvons là encore un schéma déjà vu par ailleurs, mais nous n'allons nous intéresser maintenant qu'à la partie droite de ce schéma. Contrairement à ce qu'il laisse penser et contrairement au système artériel, le retour veineux se fait principalement par deux vaisseaux, même si ici sur ce schéma on a l'impression qu'il n'y a qu'une grosse veine. En fait, nous allons retrouver les veines caves inférieures qui ramènent le sang provenant des organes situés au-dessous du cœur et la veine cave supérieure qui ramènera le sang des organes situés au-dessus du cœur. Vous vous rappellerez de vos cours d'anatomie que le sang veineux coronaire revient pour sa part dans l'oreillette droite par le sinus coronaire. Dans ce système, la résistance à l'écoulement du sang est constante et elle est pratiquement nulle. La pression moyenne dans ce système est également constante et pratiquement nulle. Enfin, en passant des vénules aux grandes veines, la vitesse moyenne du sang augmente. Cela vient du fait que la surface transversale totale des vaisseaux diminue. Notez cependant que le schéma laisse là aussi supposer que la vitesse dans les veines caves est la même que celle que l'on peut mesurer dans l'aorte, ce que vous voyez en transparence sous le cache. En réalité, elle ne sera que d'un quart environ de la vitesse mesurée dans l'aorte, soit en moyenne de 10 cm par seconde. Nous allons maintenant donc parler de compliance, un terme que nous avons déjà utilisé à propos de la capacité qu'a le muscle cardiaque à se déformer. En effet, la paroi des veines s'étire facilement car elle possède une média qui contient peu d'éléments élastiques et d'éléments musculaires. Nous parlerons pour les veines de forte compliance. Notez que j'ai dit peu d'éléments élastiques et musculaires et non pas d'éléments élastiques et musculaires. Nous reviendrons sur ces notions plus tard. Si la compliance est fixe, alors tout changement du volume contenu dans les veines entraînera un changement de pression veineuse. Et inversement, tout changement de pression veineuse entraînera un changement de volume contenu dans les veines. Et ceci ne sera vrai évidemment que si l'on admet que la compliance pendant un temps donné est fixe. Le passage de la position allongée à la position debout entraîne une augmentation du volume de sang contenu dans les veines des membres inférieurs. Nous parlerons de pooling veineux pour cette augmentation de volume et pour utiliser un terme anglo-saxon. L'augmentation de volume se traduira en une augmentation de la pression veineuse.
Ainsi, la pression dans les veines des pieds d'une personne en position debout peut atteindre jusqu'à 90 mm de mercure. Ceci est lié à l'effet de la pression hydrostatique sur la pression veineuse. La pression hydrostatique étant la pression due au poids du sang à l'intérieur des vaisseaux. Elle est importante en position debout à cause de la distance entre les pieds et le cœur et à cause aussi de la grande compliance de la paroi des veines. L'élévation de pression se répercute au niveau capillaire, favorisant une sortie de liquide dans l'espace interstitiel et donc un éventuel œdème des membres inférieurs. Pour éviter cet œdème, que pouvons-nous faire ? Dans un premier temps, rien, car ce que nous avons dit là n'est vrai que pour une compliance fixe. Or, la compliance du système veineux n'est pas fixe. Il existe en effet une certaine vénomotricité, due à la présence de fibres musculaires lisses dans la paroi des veines. Grâce à cette vénomotricité, la compliance veineuse pourra varier et donc pourra ajuster le volume de sang contenu dans les veines. Une autre possibilité est de marcher. Voici un exemple de mesure de pression veineuse chez un individu qui commence par rester immobile. La pression veineuse, comme sur l'exemple précédent, est proche de 90 mm de mercure. On demande alors à la personne de marcher. Dès le premier pas, la pression baisse pour se stabiliser aux alentours de 30 mm de mercure. Si la personne arrête de marcher, en 20 secondes environ, la pression veineuse revient à la valeur proche de 90 mm de mercure. Donc, si vous êtes debout, le mieux c'est encore de marcher. Si vous restez debout sans marcher au-delà d'un certain temps, la pression veineuse augmente, le volume aussi, et vous développez un œdème. Vous pouvez aussi vous plonger dans une piscine. La pression exercée par l'eau va modifier la répartition de la masse sanguine, telle que représentée ici par la forme rouge au milieu de l'individu représenté à gauche de ce schéma. Cela dépendra aussi de la température de l'eau. Si l'eau est trop chaude, une vasodilatation cutanée viendra compliquer le phénomène. Mais là, nous commençons à aborder des notions de physiologie intégrative que je réserve pour le dernier chapitre de ce cours. Le mieux sera donc de vous immerger dans de l'eau froide. C'est ce que les athlètes aujourd'hui utilisent, que l'on appelle la cryothérapie d'immersion, qui est un moyen qui est utilisé pour favoriser la récupération, car ça a des vertus au niveau du muscle squelettique qui a été sollicité, mais ça aura également comme action de favoriser le retour veineux. Une question est de savoir s'il est possible de rester debout sans marcher au-delà de 20 minutes. La réponse est oui, mais à condition de contracter régulièrement les muscles des mollets. Les gardes anglais mettent à profit ce conseil pour éviter de faire des œdèmes des membres inférieurs. Ils contractent régulièrement leurs mollets de façon à solliciter la pompe musculaire. Les valvules veineuses empêchent ainsi un écoulement rétrograde et le sang va remonter vers le cœur. Sans cela, il pourrait se produire une perte de connaissance par diminution du retour veineux et donc du débit cardiaque. Lorsque ces valvules veineuses sont défectueuses, des varices vont apparaître. Les porteurs de ce type d'affection pourront être soulagés par le port de bas qualifiés de bas anti-varices. Outre l'aspect esthétique indéniable, l'avantage de ce type de bas est que vous pouvez aussi les garder lorsque vous vous asseyez. Nous allons parler maintenant de vénomotricité. Nous avons vu que cette vénomotricité est due à la présence de fibres musculaires lisses et qu'elle permettra de faire varier la compliance veineuse et d'ajuster le volume de sang contenu dans les veines. La vénomotricité sera sous la dépendance des mêmes médiateurs chimiques que ceux évoqués pour la motricité artérielle. Une contraction des muscles lisses des veines produit une diminution de la compliance. Le volume veineux diminue et la pression veineuse augmente. Une relaxation des muscles lisses des veines produit une augmentation de la compliance. Le volume veineux augmente
et la pression veineuse diminue. Voyons maintenant, tout naturellement, le retour veineux, notion qui, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons abordée dans le cours portant sur le débit cardiaque. Le retour veineux est en réalité un débit. C'est le débit de sang exprimé en millilitres par minute qui revient depuis les veines systémiques vers l'oreillette droite. Ce débit est exprimé par le delta P formé par la différence de pression entre les veines périphériques, formant ce que l'on appelle le pool veineux périphérique avec une pression veineuse périphérique notée PVP d'environ 7 mm de mercure, et l'oreillette droite et les veines caves qui forment ce que l'on appelle le pool veineux central avec une pression veineuse centrale notée PVC qui est voisine de la pression intrathoracique, autrement dit voisine d'environ 0 mm de mercure. Quels sont les facteurs susceptibles d'affecter le retour veineux via la pression veineuse périphérique? Le premier est le volume sanguin, qu'on appelle également volémie. À titre d'exemple, vous retiendrez que lors d'une hémorragie, nous allons assister évidemment à une diminution de la pression veineuse périphérique et donc à une diminution du delta P et à une diminution du retour veineux. Le deuxième paramètre sera le tonus sympathique. Là encore un exemple, une augmentation du tonus sympathique, une stimulation du système nerveux sympathique, va entraîner la contraction des muscles lisses au niveau de la paroi veineuse et donc une diminution de compliance, une augmentation de la pression veineuse périphérique et donc une augmentation du delta P qui se traduira par une augmentation du retour veineux. Enfin, agissant dans le même sens que le système nerveux sympathique, nous allons retrouver la pompe musculaire que j'ai évoquée tout à l'heure à propos des gardes britanniques. Par exemple, au cours de la marche, une augmentation de la pression des muscles sur les veines va se traduire par une diminution de leur compliance, une augmentation de la pression veineuse périphérique et donc du delta P du retour veineux. Les facteurs qui vont affecter le retour veineux par la pression veineuse centrale seront par exemple l'inspiration. On sait qu'au cours de l'inspiration, la pression intrathoracique va devenir négative. Ainsi, la pression veineuse centrale va également devenir négative, ce qui va entraîner une augmentation du delta P, donc une augmentation du retour veineux. On pourrait imaginer que si l'inspiration augmente le retour veineux, l'expiration va diminuer le retour veineux. Eh bien, ça n'est pas vrai. L'expiration sera sans effet sur le retour veineux car un éventuel reflux est empêché par la présence des valves situées dans les veines. Se pose alors le problème de la respiration artificielle. Lorsqu'un individu, à la suite d'un traumatisme, doit être admis aux urgences, il peut être placé sous un appareil que l'on appellera un appareil de respiration artificielle. Dans cette situation, la pression intrathoracique sera positive au cours de l'inspiration, ce qui va entraîner une diminution du retour veineux par rapport à la valeur normale. Ceci aura une répercussion néfaste sur le débit cardiaque qui diminue puisque, comme vous le savez, retour veineux et débit cardiaque sont étroitement liés. Bien évidemment, si vous êtes sous respiration artificielle pendant un temps court, cela n'aura que peu d'incidence. Par contre, si cette période s'allonge, cela pourra devenir problématique par rapport au débit cardiaque. Nous allons maintenant revenir sur la relation entre le retour veineux et le débit cardiaque. Le retour veineux correspond au volume de sang entrant dans le pool veineux central, alors que le débit cardiaque correspond au volume de sang sortant du pool veineux central. Dans des conditions physiologiques normales, les deux retours veineux et débit cardiaque sont étroitement contrôlés de façon à être égaux. Tout ce qui va rentrer dans le pool veineux central sortira dans la même unité de temps de ce pool veineux central. Au repos, la valeur moyenne de ces débits, retour veineux et débit cardiaque, chez un adulte sont, nous l'avons vu, d'environ 5 litres par minute.
Comment est-ce que ces deux débits peuvent être étroitement contrôlés? Eh bien, c'est notamment possible grâce à la loi de Starling, qui veut, vous vous en souvenez, que plus le remplissage cardiaque est important, plus la force de contraction cardiaque et donc le volume de sang éjecté par le cœur seront importants. Ainsi, une augmentation du retour veineux entraîne une augmentation du volume du pool veineux central et donc de la pression veineuse centrale et donc de la pression de remplissage du cœur. Si nous considérons à nouveau le changement de position d'un individu, mais cette fois-ci dans le sens du passage de la position debout à la position couchée, ce que d'aucuns qualifient comme le meilleur moment de la journée. Nous allons assister à ce moment-là à une augmentation du retour veineux et donc une augmentation du débit cardiaque. Quand vous vous couchez le soir, votre débit cardiaque augmente. Cette élévation du débit cardiaque sera bien entendu transitoire et d'autres mécanismes vont venir ajuster ce débit aux besoins de votre organisme et parmi ces mécanismes, nous aurons une diminution de la fréquence cardiaque ou de la force de contraction cardiaque puisque votre système nerveux sympathique se mettra lui aussi au repos. Pour terminer ce bref chapitre, nous allons maintenant évoquer les techniques de mesure de la pression veineuse. En effet, nous avions abordé dans le cours portant sur la circulation dans le système à haute pression les techniques de mesure de pression artérielle, et je vous avais signalé que ces techniques, pour certaines d'entre elles au moins, étaient faciles à mettre en œuvre, qualifiées de non invasives et importantes à connaître pour tous les personnels de santé. Pour la mesure de la pression veineuse, il n'en va pas de même. La mesure dite non sanglante ou non invasive de cette pression a vite été abandonnée au bénéfice de techniques impliquant la mise en place de cathéters poussés jusque dans les veines centrales pour pouvoir mesurer la pression veineuse centrale ou de cathéters simplement introduits dans une veine du coude car la pression veineuse périphérique est bien corrélée à la pression veineuse centrale. L'appareil que je vous montre ici dans la partie de droite est un phlébotonomètre, appareil qui a été inventé à l'hôpital universitaire de Strasbourg vers 1910 et qui est composé, comme le sont les appareils actuels, d'un tube manométrique à hauteur réglable, d'un réservoir contenant un soluté destiné à remplir le tube et rincer la tubulure qui va relier cet appareil au patient, et enfin d'une tige horizontale avec un simple niveau à bulles. Avec ce type de dispositif, on va pouvoir vérifier que la pression veineuse périphérique normale est comprise entre 4 et 8 cm d'eau, alors que dans des conditions pathologiques, comme ce que l'on peut rencontrer chez l'insuffisant cardiaque, elle pourra atteindre des valeurs de 20 à 25 cm d'eau. Je vous indique sur cette diapositive des valeurs exprimées non pas en centimètres d'eau, mais en millimètres de mercure, valeur donc de pression mesurée au pli du coude ou dans les veines centrales. Une estimation relativement précise de la pression veineuse centrale peut être obtenue sans aucun appareil, mais en notant tout simplement la hauteur à laquelle les veines jugulaires sont apparentes chez un sujet couché dont la tête est légèrement plus haute que le cœur. La distance entre l'oreillette droite, ou la distance que l'on peut estimer grossièrement entre l'oreillette droite, et l'endroit où la veine va s'affaisser, correspondra à la pression veineuse. Donc vous voyez ici à gauche, on ne peut pas percevoir à la surface du cou de cet individu sa veine jugulaire. Par contre, à droite, elle est effectivement perceptible. Donc il suffit, en enlevant ou en rajoutant un oreiller et en estimant la position de l'oreillette droite, on peut de cette façon-là avoir une petite idée de cette valeur de pression veineuse. Alors, que faut-il retenir de ce court chapitre ? Eh bien, je vous demanderai de retenir plus particulièrement les caractéristiques du système à basse pression, de comprendre que la compliance et la vénomotricité sont complémentaires, de retenir comment le retour veineux influence le débit cardiaque, et donc de bien comprendre l'intérêt de cette fameuse loi de Frank Starling, et enfin d'avoir une assez bonne idée de la façon de mesurer des pressions veineuses. Je vous remercie de votre attention.